Il y a des histoires que l'on raconte à voix haute, qui deviennent des légendes, criées aux quatre vents. Et il y en a d'autres, des histoires qui se cachent dans la pénombre, qui vivent dans le silence entre les battements du cœur, qui s'accrochent aux objets, comme le lierre s'agrippe aux vieux murs. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'une d'entre elles. Elle ne commence pas avec le fracas des épées sur un champ de bataille africain, mais avec le bourdonnement d'un climatiseur dans un appartement moderne de Salvador, à Bahia. Elle commence avec un homme nommé Lucas, un homme qui croyait en la logique, en la précision et aux lignes droites de l'architecture. Et elle commence, comme beaucoup d'histoires aux conséquences incommensurables, par un achat anodin. Lucas était un collectionneur, mais pas de timbres ou de pièces de monnaie. Il collectionnait les murmures du passé. Lors de ses voyages d'affaires et de ses pérégrinations en ville, il cherchait des pièces d'antiquité qui semblaient avoir une âme, des objets qui avaient été témoins de plus de vie que n'importe quelle personne vivante. C'était une passion qui contrastait avec sa profession, une plongée dans le chaos de l'histoire pour équilibrer l'ordre de ses projets. Et c'est un samedi après-midi, l'air lourd et humide promettant la pluie, qu'il le trouva, dans l'une de ces boutiques d'antiquité du Pelourinho, qui ressemblent plus à des cavernes qu'aux trésors oubliés, remplies de l'odeur douceâtre de la poussière et du vieux bois. Le miroir. Il était adossé à un mur du fond, partiellement recouvert d'un tapis délavé. Ce n'était pas un miroir imposant, de ceux des salles de bal. Il mesurait peut-être 1,5 m de haut, mais c'était le cadre qui était à couper le souffle. Il était fait d'un bois sombre, presque d'ébène, avec une densité et un poids qui parlaient d'arbres anciens et puissants. Et il était entièrement couvert de sculptures. Ce n'étaient pas les fleurons et les arabesques européens. C'étaient des figures, des symboles et des motifs qui dansaient sur le bois, des visages stylisés aux yeux en amande, des animaux qui semblaient être un mélange de lézards et d'oiseaux, et des formes géométriques qui se répétaient comme un mantra visuel. Lucas, en connaisseur d'art africain, reconnut la sophistication, mais pas l'origine exacte. C'était quelque chose d'ancien, de tribal, quelque chose qui pulsait d'une énergie contenue. Le verre du miroir était imparfait, comme on peut s'y attendre d'une pièce de cet âge. Il avait de petites taches sombres, comme si l'argent derrière le verre s'était oxydé en forme de nuages fantomatiques. La surface n'était pas parfaitement plane, elle ondulait légèrement, de sorte que le reflet semblait respirer, déformant subtilement le monde. Le propriétaire du magasin, un Baïanais à la voix douce et aux yeux qui avaient tout vu, raconta que le miroir provenait du lot d'un diplomate qui avait servi en Afrique centrale dans les années 60. Celui-là, il a dû dander, mon roi, dit le vieil homme, avec un sourire énigmatique. Un vieux miroir ne montre pas seulement notre visage, il montre aussi le temps. Lucas trouva la phrase charmante. Le genre de poésie populaire qu'il adorait. Il était loin de se douter que ces mots étaient moins de la poésie qu'un avertissement. Il négocia un prix, qu'il jugea juste pour la beauté de la pièce, et avec l'aide d'un porteur, il emporta le miroir dans son appartement, un espace vaste et minimaliste avec vue sur la baie de tous les saints. Il décida de l'accrocher dans le couloir qui menait aux chambres. C'était un lieu de passage, où il se verrait en allant et venant, un point focal entre l'espace social et l'espace intime. Le bois noir était spectaculaire contre le mur blanc, dialoguant avec les masques de la culture Dogon et les statuettes Yoruba qu'il possédait déjà. Pendant 2 jours, le miroir ne fut que cela, un objet d'une beauté rare, un reflet silencieux de sa vie quotidienne. La 3e nuit, le silence fut rompu. Lucas avait travaillé tard sur un projet. Il était presque 2 heures du matin quand il se leva de sa planche à dessin pour aller chercher un verre d'eau. La maison était plongée dans le calme, le seul son étant le murmure lointain de la circulation sur l'avenue côtière. En traversant le couloir, il passa devant le miroir. Ce fut un regard furtif, automatique, mais son cerveau enregistra quelque chose d'incongru. Il s'arrêta. Son cœur fit un bond violent. Son cœur fit un... Pendant une fraction de seconde, une image si rapide qu'il se convainquit presque que c'était son imagination, il vit, derrière son propre reflet, debout dans la pénombre du couloir, il y avait quelqu'un, une grande silhouette, aux épaules larges. Un homme. Sa silhouette se découpait sur le mur blanc reflété. Il ne semblait pas porter de vêtements normaux. Il paraissait enveloppé dans des tissus et portait quelque chose sur la tête, une sorte de turban ou de bonnet. Et le plus glaçant, il sentit, plus qu'il ne vit, que la silhouette l'observait. Lucas pivota brusquement, l'instinct de combat ou de fuite inondant son système. Il n'y avait personne. Le couloir était vide. La seule présence était la sienne. Le son de sa respiration haletante résonnant dans l'espace silencieux. Il était absolument seul à la maison. Une sueur froide coula sur sa tempe.
La fatigue, se dit-il, sa voix sonnant étrange et forte. Le stress, C'est tout, une illusion d'optique causée par le vieux ver. Il essaya de rire, mais le son sortit forcé, sans joie. Il alla se coucher, mais le sommeil lui échappa. L'image de cette silhouette, la sensation d'être observé, était gravée au fer rouge dans son esprit. Le phénomène commença à se répéter, mais de manière plus subtile. Parfois, en passant, il voyait un mouvement du coin de l'œil dans le reflet, mais quand il regardait directement, il n'y avait rien. D'autres fois, la silhouette était là, plus définie, un contour sombre debout derrière son épaule, immobile comme une statue, disparaissant à l'instant où il se retournait. Lucas, l'homme de raison, tenta de trouver des explications logiques. Était-ce un jeu d'ombre et de lumière, le reflet de quelque chose à l'extérieur? Il ferma les rideaux, alluma toutes les lumières, déplaça des meubles. Rien n'y faisait. La silhouette apparaissait quand elle le voulait. Un fantôme dans la machine de verre et d'argent, se moquant de ses tentatives de contrôle. La peur commença à s'infiltrer dans sa routine. Il se mit à éviter le couloir la nuit, faisant des détours plus longs par le salon. Mais la présence n'était plus confinée au miroir. Il commença à la sentir dans l'appartement. Un changement dans l'atmosphère, un poids dans l'air, comme le calme chargé qui précède une tempête. Il entendait des choses. Le craquement du bois provenant du couloir quand il était dans la cuisine. Un murmure guttural, si bas qu'il aurait pu être le vent, mais qui sonnait comme des fragments d'une langue inconnue. Son foyer, son refuge d'ordre et de paix, était devenu un territoire d'anxiété et de terreur. Il perdait le sommeil, sa concentration au travail chuta. La ligne droite de sa vie devenait un gribouillis de peur. Après une semaine de tourments croissants, Lucas atteignit sa limite. Il n'était pas fou. Il refusait de le croire. Il y avait quelque chose dans ce miroir, quelque chose de réel. Et la réponse, il le sentait instinctivement, n'était pas dans le verre, mais dans le bois. Le cœur martelant contre ses côtes, il prit un tabouret et, les mains moites, décrocha le lourd miroir du mur. Il le posa avec précaution sur la grande table de la salle à manger, l'éclairant avec une lampe de bureau à la lumière forte et directe. Il prit sa loupe, la même qu'il utilisait pour examiner les détails des plans d'architecture, et commença son voyage sur la surface sculptée. Ce qu'il découvrit le fascina et le terrorisa. Les sculptures n'étaient pas simplement décoratives. C'étaient des pictogrammes. Elles racontaient une histoire, en spirale, autour du miroir. Avec la loupe, il suivit le récit. Il commençait par des scènes d'une vie communautaire vibrante. Des hommes et des femmes, cultivant la terre avec des outils simples, des enfants courants, un forgeron travaillant dans sa forge. Il y avait la figure d'un chef, assis sur un trône orné, et, récurrente, la figure d'un artisan spécifique, un homme fort, aux mains habiles. On le voyait sculpter, travailler le métal. Dans une scène émouvante, l'artisan offrait un collier de perles à une femme d'une beauté sereine. L'amour et la connexion entre eux étaient presque palpables dans le bois. Mais ensuite, le récit dans le bois changeait radicalement. L'harmonie était brisée. À l'horizon sculpté, apparaissaient des navires aux grandes voiles carrées. Des hommes à la peau claire, avec des vêtements étranges et des armes qui crachèrent le feu, débarquaient. L'histoire se transformait en un registre de violence, de capture et de désespoir. Des villages en flammes, des gens enchaînés, et la scène qui retourna l'estomac de Lucas, la femme au collier, la bien-aimée de l'artisan, traînée par deux de ces hommes vers l'un des navires. L'expression de terreur sur son visage sculpté était d'une douleur lancinante. L'artisan était à terre, une marque de blessure à l'épaule, tendant la main vers elle, le visage tordu dans un masque d'agonie et de fureur impuissante. La dernière image dans la spirale du cadre était celle de l'artisan, seul. Ses yeux, même dans le bois, brûlaient de haine et de douleur. Et dans ses mains, il tenait un morceau de bois, commençant à sculpter, le cadre même que Lucas examinait maintenant. Un frisson glacial parcourut l'échine de Lucas. Ce n'était pas un cadre, c'était une pierre tombale. C'était un testament de douleur, un dernier message désespéré, gravé avec la fureur d'une vie détruite. Le miroir au centre était un ajout ultérieur, peut-être fait par des Européens qui n'y virent qu'une pièce de bois exotique. Mais le cadre était l'histoire. Mais de qui? D'où? La curiosité d'archiviste de Lucas commença à lutter contre sa peur paralysante. Il lui fallait des réponses. Il photographia méticuleusement chaque centimètre des sculptures, et le lendemain, chercha la seule personne à Salvador qui pouvait déchiffrer cette énigme, la docteure Alana Reis. La docteure Alana était professeure d'histoire de l'Afrique à l'Université fédérale de Bahia. Une femme d'une 50aine d'années, avec des dreadlocks grisonnants,
attachée en un chignon élégant et un regard qui contenait la profondeur de bibliothèques entières. Elle reçut Lucas dans son bureau encombré de livres et d'artefacts. Il lui raconta son histoire, se sentant un peu ridicule de parler de silhouettes dans un miroir, mais la docteure Alana l'écouta avec un sérieux qui le rassura. Puis, il lui montra les photos. Elle les projeta sur son ordinateur, agrandissant, analysant, ses yeux parcourant les symboles avec la concentration d'un déchiffreur de code. Le silence s'étendit sur plusieurs minutes. Finalement, elle se renversa dans son fauteuil, retira ses lunettes et regarda Lucas, non pas avec scepticisme, mais avec une sorte de révérence stupéfaite. « Lucas, commença-t-elle, la voix basse, ce que vous avez dans votre appartement n'est pas seulement une antiquité. D'après le style des visages, le récit, la technique spécifique de sculpture, c'est indubitable. Cela vient du royaume du Congo, probablement de la région de Mbanza-Congo, et d'après la représentation des navires et des armes portugaises, je daterais cela de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle. Une période de contact commercial qui a rapidement tourné au cauchemar, le début de la traite transatlantique à grande échelle dans cette région. Elle pointa l'écran. Comme vous l'avez remarqué, cela raconte une histoire, mais c'est plus que cela. Dans la cosmologie Bakongo, du peuple du Congo, il existe des objets appelés Nkisi. Ce ne sont pas des idoles, ce sont des réceptacles de pouvoir spirituel. Pensez-y comme à des batteries spirituelles, habitées par un esprit spécifique, qui peuvent être activées par un prêtre, un nganga, à des fins définies, guérison, protection, fertilité ou justice. Elle marqua une pause, et son regard devint encore plus intense. Et quand un Nkisi est créé dans le but de chasser les malfaiteurs, de chercher vengeance ou de corriger une grande injustice, il devient un Nkondi. Les Nkondi sont les chasseurs du monde spirituel. Ils sont activés par un pacte, par une charge d'éléments symboliques appelée bilongo, et parfois par la force vitale même de son créateur, surtout s'il est mort avec un serment de vengeance aux lèvres. Le monde de Lucas, l'architecte aux angles droits et aux certitudes matérielles, se liquéfia. Les fantômes et les hantises étaient une chose, mais ça avait un nom, une histoire, une théologie. La silhouette dans le miroir n'était pas un spectre errant, c'était l'esprit d'un artisan du Congo, un homme nommé Kailan. Comme Lucas allait le découvrir, dont la souffrance fut si immense qu'il insuffla sa propre âme, sa colère et sa douleur dans sa dernière œuvre d'art, créant un Nkondi pour perpétuer sa mémoire et son appel à la justice. L'homme que vous voyez, poursuivit la docteure Alana, ne hante pas un miroir. Le miroir n'est que l'œil de la pièce. Vous avez un Nkondi chez vous, et après 400 ans de silence, pour une raison quelconque, il s'est réveillé, et il essaie de vous parler. La question de Lucas sortit comme un murmure rauque. Mais pourquoi moi? C'est la question centrale, répondit la professeure. Un Nkondi est mu par un but. Quelque chose l'a réveillé. Peut-être a-t-il été déplacé, peut-être l'énergie du lieu, ou peut-être, Lucas, voit-il quelque chose en vous, une connexion que vous-même ne connaissez pas. Lucas rentra chez lui ce soir-là, en sentant le sol bouger sous ses pieds. La peur était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à une dose d'admiration et à un poids écrasant de responsabilité. Il n'était plus la victime d'un phénomène inexplicable. Il était l'interlocuteur d'une tragédie vieille de 4 siècles. Cette nuit-là, il n'évita pas le couloir. Il tira une chaise, s'assit en face du miroir et fixa son propre reflet. « Je sais qui tu es, » dit-il au silence. « J'ai vu ton histoire dans le bois. Je sens ta douleur. Je m'appelle Lucas. Quel est ton nom? Que veux-tu que je sache ?» Il n'y eut pas de réponse audible. Mais l'atmosphère lourde de l'appartement sembla se transformer. La colère latente qu'il sentait auparavant fit place à une vague de mélancolie si profonde qu'elle en était presque suffocante. Cette nuit-là, Lucas rêva. Et ce ne fut pas un rêve, ce fut un souvenir. Il était Kailan. Il sentait le bois rugueux sous ses doigts calleux, la chaleur de la forge sur son visage, l'odeur de terre mouillée de son village. Il sentait l'amour dévorant pour sa femme, Nzinga, la façon dont ses cheveux tressés brillaient sous le soleil, le son de son rire qui était comme de l'eau courante. Il sentit la fierté de sa lignée, la sécurité de sa communauté, la pulsation des tambours qui étaient le cœur du monde. Et puis, le rêve devint un cauchemar. Il sentit la peur et la confusion à l'arrivée des navires, la méfiance dans les yeux des anciens, la trahison des hommes d'un chef voisin, corrompu par les promesses d'armes et de babioles des hommes à la peau pâle. Il sentit la douleur aiguë d'une lame dans son épaule pendant l'attaque. Et puis, la douleur qui éclipsa toutes les autres,
la vision de Nzinga traînait, leurs yeux se croisant une dernière fois, un univers de terreur et d'adieu dans ce regard, son nom crié jusqu'à ce que le son soit englouti par la violence. Il se réveilla avec un cri coincé dans la gorge, le nom Nzinga sur ses lèvres. Des larmes coulaient sur son visage, mais la douleur n'était pas la sienne. C'était la douleur de Kailan, un héritage d'agonie qui avait traversé l'Atlantique et les siècles. Il comprit. Kailan ne voulait pas l'effrayer. Il voulait être vu. Il voulait que son histoire soit connue. Il voulait que Nzinga ne soit pas oublié. Poussés par cette révélation, Lucas et la docteure Alana se plongèrent dans les archives. Ce fut une recherche ardue, une aiguille dans une botte de foin de registres inhumains. Mais ils trouvèrent un manifeste d'un navire négrier portugais, le Nossa Senhora da Ajuda, parti de l'embouchure du fleuve Congo vers 1595. Destination: le port de Salvador, pour les plantations de canne à sucre du Reconcavo Baiano. Sur la liste des pièces inventoriées, parmi des noms africains mal orthographiés et des annotations cruelles, un nom se détachait, enregistré par le scribe comme Anizinga. Le cœur de Lucas se glaça. Nzinga. Elle ne s'était pas perdue en mer. Elle avait survécu à la traversée. Elle avait été amenée sur la même terre qu'il appelait maintenant son foyer. Et c'est à cet instant que la dernière, la plus improbable et la plus choquante pièce du puzzle s'emboîta. Pourquoi Kailan l'avait-il choisie? Pourquoi son appartement? La réponse ne se trouvait pas à Salvador, mais à Cachoeira, à l'intérieur des terres, dans la mémoire de sa grand-mère. Il l'appela, une dame de 80 ans dont l'esprit était une archive vivante de l'histoire orale de la famille. Il lui raconta, la voix tremblante, la voix, ses recherches, le royaume du Congo, le navire et le nom de Nzinga. Et puis il posa la question qui allait définir le reste de sa vie. Grand-mère, notre toute première ancêtre ici au Brésil, d'où venait-elle? Quel était son nom? Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, seulement comblé par le grésillement de la distance. Puis, la voix de sa grand-mère, étranglée par l'émotion, répondit « Mon fils ». La grand-mère de ma grand-mère racontait l'histoire que sa mère lui avait racontée. Elle disait que la première d'entre nous est arrivée enchaînée dans un grand navire. Elle venait de cette terre d'Afrique où le grand fleuve rencontre la mer. Elle était forte. Elle a survécu à la traversée et à la Senzala. Et elle n'a jamais laissé personne oublier son nom. Elle s'appelait Nzinga. Le téléphone glissa des mains de Lucas. L'air lui manqua. La pièce tourna. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une hantise aléatoire. C'était des retrouvailles. Un appel du sang à travers l'abîme du temps. Kailan, l'artisan du Congo, son ancêtre, ne se manifestait pas à un étranger. Il se révélait à un fils de sa bien-aimée Nzinga. D'une manière ou d'une autre, à travers 4 siècles d'échanges, de ventes et d'oubli, le Nkondi, le testament de douleur de Kailan, avait retrouvé le chemin de la maison, de la lignée qu'il pensait avoir perdue à jamais. Cette nuit-là, Lucas se posta une dernière fois devant le miroir. Il n'y avait pas de peur, juste un profond et solennel sentiment de plénitude. Il regarda son propre visage et pour la première fois, il vit au-delà de lui-même. Il vit les yeux de Kailan, la force de Nzinga, la résilience de génération. « Kailan », dit-il, la voix ferme, résonnant du poids de la révélation. « Je suis de la lignée de Nzinga. Son sang est mon sang. Ton histoire n'a pas été oubliée. Ton amour n'est pas mort. Il a survécu. Nous avons survécu. Tu peux te reposer. Nous nous souvenons. » Et alors, dans le vieux verre, la silhouette se matérialisa. Mais cette fois, pas comme une ombre menaçante derrière lui. Kailan était à ses côtés, comme un égal. Son visage était clair, non plus une silhouette, mais un homme dans sa dignité, avec les marques de la vie et de la douleur, mais avec des yeux qui brillaient maintenant d'une lumière ancienne et profonde. Il n'y avait plus de colère, il y avait la reconnaissance, il y avait la paix. Dans le monde du reflet, Kailan leva la main et la posa sur l'épaule de Lucas. Lucas ne sentit pas un contact physique, mais une vague de chaleur parcourut son corps, une sensation de force, d'appartenance, d'avoir ses racines plantées dans la terre profonde de l'histoire. Et puis, lentement, pacifiquement, l'image de Kailan se dissolut, comme de la fumée dans le vent, ne laissant derrière elle que le reflet de Lucas, seul, mais plus complet que jamais. Le miroir ne fut ni vendu ni caché. Il devint le centre du bureau de Lucas, un portail sacré vers le passé et une carte pour son avenir. L'histoire de Lucas, l'architecte, en vérité, ne commença que ce jour-là. Il entama un nouveau projet, le plus important de sa vie, reconstruire l'histoire de sa famille, sauvant chaque nom,
chaque fragment de mémoire que la brutalité de l'histoire avait tenté d'effacer. L'histoire de Kailan et Nzinga devint la pierre angulaire de son identité. L'histoire nous enseigne que le passé n'est jamais vraiment mort. Il n'est même pas passé. Il pulse dans notre sang, résonne dans nos noms et, parfois, attend patiemment dans des objets oubliés. Il attend quelqu'un qui ait le courage de regarder au-delà de son propre reflet et de voir les histoires qui attendent de l'autre côté du miroir, pour être enfin racontées.